Donc, bonjour, bienvenue dans ce live et cet atelier. C'est plus un atelier finalement qu'un webinaire. C'est avec une intention qui est de faire grandir le management et notamment faire relancer les équipes et le dynamisme managérial après cette période de confinement. On a eu quelques annonces du Premier ministre hier qui, j'ai mon téléphone qui s'allume, qui annonce un déconfinement plus global et puis une reprise d'activité avec à la fois, on va dire, des frustrations et à la fois, enfin en tout cas pour moi, et à la fois aussi quand même un élan qui montre que la dynamique est en train de reprendre. Et le sujet, d'ailleurs, un des sujets qu'on aborde aujourd'hui, c'est étant donné qu'il y a une masse d'informations, il y a l'énervement, il y a des gens qui en ont marre des visios, des équipes qui sont à la fois épuisées et à la fois contentes d'avoir pu contribuer pendant cette période à de l'activité, des difficultés pour ceux qui mettent les enfants à l'école. Comment arriver à faire en sorte de recréer cet esprit d'équipe, inclure tout le monde dans le projet. Et donc, du coup, l'idée va être de partager à la fois des techniques, des méthodes, partager aussi sur nos expériences, et ça vous concerne tous, et les difficultés qu'on pourrait avoir, ou des bonnes pratiques, bien sûr. L'idée étant de grandir de cette période et d'arriver à faire en sorte que d'une dynamique managériale, on en ressorte grandi et qu'on assure la performance des équipes, à la fois pour développer en eux un sentiment d'accomplissement personnel qui est quand même compliqué dans ce moment où accomplir des résultats et s'accomplir, il y a quand même certaines difficultés, et à la fois les réinspirer pour donner le meilleur d'eux-mêmes avant l'été et bien sûr dans les 6 prochains mois qui viennent. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Antoine Jude. Je suis le dirigeant d'une société de conseil qui s'appelle ITC, qui a pour vocation la performance commerciale et managériale des équipes. On existe depuis une quarantaine d'années. Moi, j'ai repris l'entreprise il y a 10 ans. J'ai 42 ans aujourd'hui. Je suis diplômé d'une école à la fois d'ingénieur et business à l'ESCP Europe. Et voilà, l'idée maintenant, en tout cas pour moi, c'est de refaire démarrer je vais dire, les équipes aussi. Donc c'est bien, c'est que c'est un sujet aussi qui me concerne. Donc je suis content de partager, content d'avoir fait appel à Stéphane, qui va se présenter aussi et qui va lui animer ce webinaire, cet atelier en fait finalement de pratique, on va dire managériale, dans le but à la fois de valoriser finalement les pratiques et les outils qu'on peut mettre en œuvre, et à la fois valoriser la période de confinement pour mettre en œuvre, mettre en action les équipes en les incluant à un autre niveau. Voilà. Stéphane, je te laisse la main. Oui, merci. Merci pour ta présentation. Merci à tous d'être présents pour cet échange, ce partage. Effectivement, je me présente rapidement en 2 lignes. Donc, Stéphane Trichet, 47 ans, spécialiste du management et de la gestion de projet. Donc, que ce soit le management des projets avec certaines méthodologies et approches du type PMI, Prince2, Agile, management des hommes dans les projets des organisations, et le management de soi, donc tout ce qui touche au comportement et qui est donc transverse aux autres types de management. Alors, un instant. Eh oui. Par contre, oui, excusez-moi. Bonjour, c'est mon fils. Donc, c'est un des sujets voilà, qu'on rencontre dans les équipes, dans le management des équipes. Maintenant, on est obligé d'intégrer ce contexte-là. Ce qui est bien, c'est que ça permet aussi aux gens de découvrir l'univers personnel des autres. Voilà. Et voilà. Bon, écoutez, je vous ai un aperçu de mon fils dans sa spontanéité, voilà, qui ressemble beaucoup à son père. Donc, cette intervention s'inscrit dans une thématique qu'on a appelée le manager part en live. Et dans le manager part en live, on a différents sujets qu'on a commencé à aborder pendant la période de confinement, qui ont été la communication et le management bienveillant. On a fait aussi une autre conférence sur qu'est-ce qui était présent aujourd'hui pour les managers dans cette période incertaine et difficile pour certains, où tout le monde est venu un peu avec ses problématiques et ses sentiments, ses émotions dans cette période-là. Donc, c'était assez intéressant de
de pouvoir partager ça avec l'ensemble du groupe. Et là, aujourd'hui, on va vous proposer une approche qui est une approche qui consiste… Oui, Ouais, c'est à un moment donné, j'ai l'impression que ça avait coupé, c'est pour ça. oui, oui, ça a coupé. Une approche qui consiste à mettre en exergue, en évidence, quelques erreurs qu'on peut être amené à rencontrer en tant que manager lorsqu'on pilote des équipes à distance. Ce qu'on a appelé, nous, les 6 erreurs du remote management. Alors, la liste n'est pas forcément exhaustive, évidemment. Vous le voyez bien que chacun dans notre périmètre, on a une façon de gérer son management, une façon de piloter ses équipes, et on est sujet parfois à des erreurs. Voilà. On ne les a pas tous répertoriés, hein. On en a relevé 6 qui pour nous nous parlent et à travers lesquels il est important de réfléchir pour nous reconnecter, et c'est le cas de le dire, hein, se reconnecter, mais à distance. Avec les nouvelles annonces du gouvernement, effectivement, la question, hein, c'est est-ce que on va faire perdurer ce changement de paradigme qui est du travail à distance et donc du management à distance, ou est-ce qu'on va retrouver nos habitudes au bureau en retrouvant les équipes, les collègues et revenir sur un style de management plus présentiel. Donc c'est une grande question. Donc la thématique, c'est relancer la dynamique inclusive du management. L'idée, c'est que plus le management est inclusif, plus il va prendre en compte certains paramètres qui font qu'une équipe fonctionne ou fonctionne moins bien. Et dans une seconde partie, on parlera de quelques notions et quelques outils de ce que j'appelle le management délégatif 3.0. Alors pourquoi délégatif plutôt que participatif? Alors évidemment, dans délégatif, il y a implicitement du participatif, mais dans le délégatif, on a vraiment cette remise au centre du management, remise au centre de l'humain. Donc ça, c'est important et on verra à travers quelques outils qu'on partagera ensemble. Donc je vous propose de commencer. Et le premier point, je dirais la première erreur sur laquelle il faut se concentrer, à laquelle il faut être attentif, c'est aborder le management par objectif. Alors, en cette période d'incertitude, je dirais, économique, fixer des objectifs long terme peut prendre une tournure d'un mauvais film. Et on le voit bien, c'est difficile pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui de faire du chiffre. Sur quoi je me concentre sur le court terme, sur le CA, sur mon équipe, sur réduire les coûts. Donc, le management par objectif et surtout le management par objectif sur long terme, c'est une erreur, je pense, à laquelle il faut être attentif aujourd'hui. L'idée… Tu viens de couper, Stéphane. Tu viens de couper ton micro. L'idée, c'est toujours de regarder l'avenir vers un point final, un point fixe. Mais comme on n'a pas de visibilité… Ça vient de couper. Regardez très loin. Je fais des signes à Stéphane parce que on sait dont on a l'habitude, il y a un ordinateur qui coupe automatiquement le son. Donc, je suis là pour veiller au grain. Hein. Merci, Antoine. Donc, l'idée, c'est de ne pas se fixer des objectifs trop long terme pour ne pas être effrayé, alors qu'on n'a pas de réponse court terme aujourd'hui où on est dans une notion d'immédiateté. C'est-à-dire comment est-ce que je vais remonter la pente, comment je vais arriver à faire du chiffre tout de suite. Donc, dans ces problématiques immédiates, la vision long terme et les objectifs long terme peuvent paraître impossibles et peuvent décourager une équipe aujourd'hui. D'accord ? Parce qu'elles-mêmes n'ont pas de visibilité court terme. Donc, peut-être que la solution, c'est de se concentrer sur les tâches qui sont les plus importantes aujourd'hui. Quelles sont-elles? À vous de les définir. Mais ces tâches doivent servir à motiver. Elles doivent servir à concentrer les efforts de l'équipe dans l'instant présent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour essayer d'aller mieux en tant qu'équipe, en tant qu'entreprise, en tant que manager? Et l'idée de se concentrer sur l'instant présent, c'est que tout le monde va pouvoir contribuer de son mieux maintenant avec ses forces, avec ses ressources et ses capacités dans l'instant présent. Et évidemment, l'idée, pour arriver à se connecter à ça, c'est d'essayer… Coupé. Et si vous n'avez pas le choix que de vous fixer des objectifs
long terme, essayer de le rendre ludique. Donc, on le verra un petit peu plus tard dans les solutions, c'est effectivement, plutôt que de se fixer un objectif trop long terme, c'est de se fixer des objectifs de performance à très court terme, des petits pas, on en reparlera, qui vont permettre de construire la confiance d'un objectif à un autre. Mais pour ça, ça nécessite d'être dans l'instant présent et d'avancer ensemble. Donc ça, c'est le premier point, qui à mon avis sur lequel il faut être vigilant. Le deuxième point, c'est corrélé avec le premier point, c'est projeter l'équipe sur le long terme. Alors, c'est vrai que quand on est sur un projet long terme, c'est important de motiver l'équipe du début jusqu'à la fin. Donc, on doit mobiliser l'équipe pour faire en sorte que le travail soit non seulement efficace, mais qu'il soit agréable, surtout si ça dure. Ma préconisation, c'est effectivement de mettre en place des petits objectifs. J'en parlais précédemment, c'est se concentrer sur des objectifs de performance court terme, voire même très court terme, de façon à construire la confiance, reconstruire la confiance auprès de vos équipes. Évidemment, on le verra ensuite, il faut reconnaître l'atteinte de ces objectifs et les petits pas, les réussites. Mais on en reparlera plus tard. Donc, dans cette mise en place des petits objectifs, c'est aussi viser des objectifs personnels. Car chaque membre de votre équipe est différent et évidemment se verra motivé par différentes choses. Je pense qu'intrinsèquement, les gens ont besoin de s'épanouir, de se développer. Ah, on t'entend plus, Stéphane. Moi, c'est vraiment quand tu parles de tout ça, je suis en train de me projeter. C'est comme si, enfin, ce qu'on vit, hein, c'est comme une équipe de foot qui joue un match et en fait, elle se fait encaisser 3, 4, 5 buts d'un coup. Je pourrais essayer de prendre l'image comme ça, tu vois, et puis à remonter quelque chose. Parce que quand une équipe, elle est menée au score et carrément parce que voilà, elle a 2, 3 buts de retard. J'ai l'image de ça, c'est que si l'entraîneur à ce moment-là, il essaie de refaire vivre l'objectif de devenir champion de la saison, c'est pas ça justement qui va redonner de l'énergie à l'équipe. Au contraire, c'est à un moment où il faut focaliser les énergies sur des petites choses et notamment pour leur redonner de l'énergie, du souffle, pour que déjà, en fait, ils arrivent à réduire l'écart en fait, des buts encaissés. C'est-à-dire que c'est un but à la fois. Si on est mené 3-0 je veux dire, dans un match et qu'il reste, allez, on va dire qu'il reste la moitié du temps, hein, on est mené à la mi-temps parce qu'aujourd'hui, on est au mois de juin, donc c'est comme si on était à la moitié de l'année et comme il y a beaucoup d'entreprises qui accusent des pertes ou qui ont des difficultés, en fait, c'est comme si on arrivait à se dire, ok, du coup, on va essayer de retrouver le 3-3 ou faire un match nul à la fin de l'année. Mais si on commence à amener les équipes à viser cet objectif-là et non pas juste d'aller se concentrer sur comment marquer le but, comment retrouver de l'énergie, comment retrouver du plaisir, je pense qu'on fait une erreur. Voilà. En tout cas, je voulais mettre ce parallèle-là parce que ça me parlait. En fait, tu as tout à fait raison. L'idée, c'est que la motivation doit être, à cette époque-là, hein, précise, hein, doit être intrinsèque plutôt qu'extrinsèque, je pense. C'est-à-dire qu'il faut arriver à amener l'individu à s'engager par plaisir, plutôt que pour un facteur extérieur. Donc le plaisir, c'est quoi dans l'instant présent? C'est de marquer ce but. J'ai pris ce but, ça me galvanise, je prends confiance en moi, c'est-à-dire que je suis en capacité de marquer ce but, donc ça veut dire que je suis en capacité. Ça veut dire que je suis en capacité d'en marquer d'autres. Je ne sais pas où ça va couper. C'est bon. Et l'autre idée dans la mise en place des petits objectifs, c'est aussi permettre de changer les idées. Surtout en cette période difficile, il faut varier l'attribution des tâches aux collaborateurs. Ça va permettre de les libérer d'un ennui qui pourrait s'installer. Mais surtout, ça va permettre aussi de mettre en exergue des compétences qu'on n'aurait pas vues autrement au bureau, parce que trop focus sur une tâche, sur une activité. Donc là, l'idée, c'est de varier les activités et aussi de permettre, et là, on le voit bien, hein, le télétravail l'a mis vraiment en évidence, une autogestion du temps. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a certes encore quelques contraintes de webinaires, de réunions Zoom, etc. Néanmoins, on gère son temps selon ce que j'appelle la chronobiologie, sa propre chronobiologie.
C'est-à-dire que je peux être plus efficace le matin en travail, ou plus le soir, ou plus la nuit. Mais surtout en adaptant aussi à l'environnement dans lequel je produis mon travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec 2 enfants en bas âge, on peut comprendre que le travail va se faire à partir de 20h30, 21h, et le reste du temps, ben, je vais le partager avec ma famille parce que j'ai pas d'autre choix que de passer du temps avec ma famille. Donc, c'est cette autogestion du temps aussi qu'il va falloir être un petit peu plus, il va falloir conserver ça, je pense, hein, retour post-confinement. Les gens se sont adaptés pour optimiser leur façon de travailler, leur façon de produire. Donc ça, c'est intéressant. Donc moins sur le long terme, plus sur le court terme. Et ces petites étapes, ces petits objectifs vont construire de la confiance et vont permettre effectivement de reconstruire une vision et de reconstruire des objectifs sur le long terme. Ensuite, le troisième point, c'est l'exemplarité. Alors, on parle beaucoup d'exemplarité dans le management. Je pense que la base de l'exemplarité du manager, c'est d'abord d'aimer son travail. Comme le disait Wayne Dyer, c'est soit vous apprenez à aimer votre travail, soit ben, vous le quittez. Alors, je sais que structurellement et conjoncturellement, c'est pas si évident et évident que ça de quitter son travail. Néanmoins, je pense que pour être exemplaire, il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Parce que c'est une des meilleures façons de convaincre ses collègues. Est-ce que le travail que je fais, il est agréable? Est-ce que ça me prend du plaisir d'essayer de trouver des solutions dans cette situation difficile? Donc, plus vous le démontrez vous-même, plus vous allez avoir une posture de leadership, inconsciente ou consciente, peu importe, mais plus vous allez... Et votre motivation va rapidement inspirer. Alors, peut-être pas tout le monde, mais au moins 2-3 personnes. 2-3 nouveaux leaders qui vont tirer aussi les autres. D'accord? Dans la sociodynamique des acteurs, quand vous faites des projets, vous savez que vous avez un triangle d'or d'acteurs qui vont driver vers le haut le reste de l'équipe. Mais c'est au manager ou au chef de projet dans un projet de donner cet exemple-là. Toujours avec une attitude positive, c'est-à-dire en partageant à la fois vos réussites. Un manager doit être capable d'échanger et de partager lors d'une réunion en premier pour montrer l'exemple. Et évidemment, l'édulcorer un petit peu avec des anecdotes, des métaphores. Et c'est là où je te reconnais, Antoine, tu as toujours une bonne métaphore pour illustrer et donner un autre angle de vue aux propos que moi je peux dire. D'accord, par exemple. Et je pense que... C'est vrai que pour alimenter de l'eau à ton moulin, l'intention, elle est de trouver les ressources, c'est-à-dire d'aider les gens à trouver les ressources pour se mettre en action dans une période qui est complexe comme celle-ci. On est vite démotivé, vite épuisé. Le moindre petit truc, finalement, fait qu'on se démobilise et on ne passe pas à l'action. Et l'intention, en tout cas, du manager d'aider les personnes à trouver leurs propres ressources pour se mettre en action, ben, c'est pour moi un focus important dans le management, et le leader aussi, donc le manager doit faire preuve de leadership à ce moment-là, un peu comme le capitaine de l'équipe, c'est qu'il est à la fois joueur et à la fois soutenant pour son équipe, dans le sens où lui-même, s'il trouve ses ressources, il passe à l'action et il inspire les autres à faire la même chose, bah, tout de suite, il y a de l'énergie qui est créée dans l'équipe et qui la met en mouvement. Tout à fait. D'autant plus que c'est quand même plus agréable de travailler avec des gens qui sont de bonne humeur, qui sont positifs, que tu as envie de suivre, forcément. Hein, surtout si on doit se connecter tous les jours, par exemple, pour faire des réunions de points, voilà. C'est quand même plus agréable d'avoir des gens qui sont motivés, qui sont positifs. D'accord? Et après, bon, évidemment, garder le sourire. Essayons de garder le sourire, de s'axer sur les points positifs. On vous sourira en retour. Hein. On dit la faim vient en mangeant. Et moi, je dirais que le plaisir vient aussi en souriant. D'accord? Voilà. Donc, et c'est aussi être en capacité de faire des bons gestes vers les autres, en créant une ambiance agréable, un climat serein, de façon à ce que l'énergie que vous envoyez à vos équipes vous revienne à un moment donné et que ça fasse effet boule de neige, qu'on se trouve dans une dynamique où même les jours où on est le moins motivé, on a quand même cette ambiance qui est agréable et ça nous rebooste. Donc ça, je pense que c'est important. Donner l'exemple, pour trouver les ressources. L'autre point, dans le 4e point, c'est reconnaître les petits pas et les actions positives. Donc,
Dans les marques de reconnaissance, vous savez qu'on a différentes marques de reconnaissance, mais on a les marques de reconnaissance conditionnelles positives. Et les conditionnelles positives sont dans le faire. Elles peuvent être aussi dans l'être, mais on est dans l'inconditionnel positif. Mais elles sont souvent dans le management, dans le faire. Il faut cesser de croire que vos employés sont seulement là pour l'argent. Ils travaillent aussi pour la reconnaissance. Ils travaillent aussi pour la reconnaissance de leurs besoins quand ils l'expriment. Et ça compte pour eux, ça. Et les gens, surtout dans cette période, et je pense que c'est le rôle du manager, ont besoin de se sentir soutenus. Ils ont besoin de rentrer en contact avec les autres. Moi, par exemple, j'ai qu'une hâte, c'est de retrouver mes collègues, de discuter avec eux, et éventuellement de boire une bière, même si je ne bois pas de bière. Mais juste pour le plaisir de les recroiser, de les voir physiquement. On est une espèce grégaire. Je pense qu'on a besoin d'être socialement ensemble à un moment donné ou à un autre. Ça, on ne peut pas y échapper, à mon sens, mais ça n'engage que moi. Mais surtout, entrer en contact avec les autres, ça va permettre de nous reconnecter. Ça va nous permettre de nous sentir soutenus dans est-ce que notre travail, le travail qu'on fait est utile? Est-ce qu'il est visible? Est-ce qu'il est apprécié? Est-ce que je suis écouté? Vous voyez, on est dans la reconnaissance du besoin. Pas forcément dans la satisfaction du besoin, mais au moins dans la reconnaissance. Et ça, c'est important. Et l'idée, c'est de reconnaître qu'il y a du travail qui est bien fait, de reconnaître les points positifs, de reconnaître que oui, tu as exécuté quelques tâches, je reconnais ce travail. Et mentionner la réussite de quelqu'un devant toute l'équipe, il ne faut pas hésiter à le faire. Et le remercier personnellement aussi, c'est aussi bien de le faire. Donc, on est vraiment dans les petits pas, les actions positives, on est toujours dans la construction de la confiance. Vous vous souvenez des petits objectifs de performance dont je vous parlais plus tôt? Mais c'est ça, c'est aussi reconnaître ça. Et on verra dans un autre slide où je vous parlerai justement de l'empowerment comme solution à comment je fais grandir mes équipes et mes collaborateurs. Le cinquième point, et je pense que c'est important, c'est être trop dans le faire, au détriment de l'être. Je pense qu'il faut réinstaurer la communication, il faut discuter. Ah, ça vient de couper. Pardon. Ouais, rediscuter, reconnecter au niveau de la communication pour savoir ce qui intéresse vos collaborateurs, à la fois dans les projets, mais aussi sur des aspects plus personnels. Alors l'idée, c'est pas de faire des intrusions dans la vie privée et personnelle, mais l'idée, c'est d'être ouvert et d'être à l'écoute quand un collègue a besoin de lâcher une soupape et le trop de pression qu'il peut avoir. Moi, je me souviens personnellement d'une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques semaines de cela, où j'avais à la fois à gérer mes deux loulous, qui sont en bas âge, j'avais des choses à régler au niveau de la famille, et je devais quand même assurer mes réunions, travailler sur une réponse d'appel d'offres pour un gros client pour ITC, et j'avais tout ça qui s'était accumulé. À un moment donné, j'avais besoin de lâcher. Donc, il faut être aussi empathique et comprendre que parfois, vous avez des collègues, vous avez des gens qui sont dans l'être, ils ne sont pas forcément que dans le faire. Ils éprouvent aussi des choses, donc il faut savoir les écouter. Donc ça va permettre quoi? Ça va permettre aussi d'évaluer les forces de chacun de vos employés et éventuellement les talents cachés. Ce qui va vous permettre de guider, de diriger vers ce vers quoi ils sont bons. Et ça peut être important parce qu'on parlait d'objectifs et l'objectif des objectifs personnels, ça peut être par exemple d'apprendre une nouvelle chose, de s'exercer à une tâche qui est difficile pour cette personne, de prendre plus d'initiative, plus d'autonomie. Donc ça va permettre avec cette écoute, donc dans l'être, de mettre en évidence ce besoin-là. Voilà, donc il y a plein d'autres choses après, fonction de vos collaborateurs, votre domaine d'activité, que vous pourrez repérer comme ça et aider à développer en termes de talent. Et ça permet aussi de donner une opportunité de retrouver de l'énergie nécessaire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on va proposer on va offrir des espaces de partage qui sont hors sujet. Et parfois, parce qu'on est trop dans le faire, on oublie d'aérer. Ah, ça vient de couper. On oublie d'aérer notre cerveau, notre tête, et on a besoin de ces espaces hors sujet.
on a besoin de ces espaces pour prendre une bulle d'oxygène. Voilà, on a besoin de partager sur du hors-sujet, ça nous permet de respirer. D'ailleurs, dans les techniques d'animation d'atelier, quelles qu'elles soient, techniques d'animation de réunion, on préconise des séquences qui sont timées. À chaque fin de séquence, on préconise une petite bulle d'oxygène, un hors-sujet qui va permettre aux gens de déconnecter de la thématique abordée pour se reconcentrer pleinement sur une nouvelle thématique. Et une fois que vous allez faire ça, vous allez réaliser rapidement comment modifier votre état d'esprit en tant que manager, qui peut être une solution, hein, et retrouver la motivation et celle de vos équipes. Donc, être dans l'être et dans le faire et trouver un équilibre pour les deux qui vont se combiner. Et le dernier point, évidemment, et je dirais que je vole au secours de la victoire quand je dis ça, ben c'est oublier de communiquer. Évidemment, c'est une erreur d'oublier de communiquer. Et aujourd'hui, ce n'est pas les outils de communication virtuelle en ligne qui nous manquent pour pouvoir le mettre en place. Donc, on pourrait en lister plein, hein, Zoom, Skype, Teams, on a le Google Drive pour l'échange, je fais pas de pub, hein, on a WhatsApp aujourd'hui, on a plein. Et surtout, on a un outil révolutionnaire qu'il ne faut pas oublier, c'est le téléphone. Il faut penser à s'appeler et à discuter. Voilà, puisqu'on ne peut plus se voir physiquement, on se voit à travers les vidéos, il ne faut pas hésiter à utiliser tous ces modes de communication. Donc évidemment, la communication, c'était le sujet de la première conférence qu'on avait fait en physique dans nos locaux et le premier webinaire, qui est la communication évidemment bienveillante. Je ne rentrerai pas dans le détail ici parce que c'est 2 heures de conférence et c'est 2 jours de formation sur la communication bienveillante dans le management, mais ça s'intègre bien dans la démarche du management inclusif. Donc voici pour les 6 erreurs. Aujourd'hui, l'approche qu'on a, et c'est le cadre d'une formation de 2 jours, hein, c'est les principes du management délégatif 3.0. Alors, ça permet juste, Stéphane, okay, hein, parce que on vient de décortiquer 6 erreurs, hein, évidemment, elles ne sont pas exhaustives, non. Mais voilà, s'il y a quelques-unes qui vous touchent ou sur lesquelles vous avez des enjeux ou partagés, je vois qu'il y a d'autres personnes qui viennent de nous rejoindre en cours. Ben, l'intention, elle est aussi d'illustrer par des points concrets ou avec des enjeux qui peuvent être plus personnels, professionnels. Ce qui est dit là, ou si vous venez avec des enjeux, voilà, pensez à les partager dans le chat. Il y a une conversation, il y a une possibilité de le mettre. Voilà, en tout cas, déjà, il y a une première réflexion. Donc, avoir vos avis par rapport à déjà ce qui vient d'être dit, vos idées quand vous êtes venu dans ce webinaire. Voilà, tout est possible, entendable. C'est aussi l'objet de discuter, d'échanger entre nous. Donc, servez-vous du chat, hein, ou prenez la parole, c'est aussi possible. Hein, voilà. Je vois que Jean-Marc a mis ouvert son micro. Oui, moi j'ai été un petit peu perdu dans la présentation parce que je m'attendais à des erreurs et donc il y a des moments où c'est clairement une erreur. Oublier de communiquer, c'est effectivement une erreur. Après, quand vous titrez l'exemplarité, trouver les ressources, est-ce que c'est une erreur? Je me demande s'il n'y a pas un problème de… Ouais. Non, vous avez raison, c'est que c'est Stéphane, il est volontairement dans le positivisme, donc en fait, il ne veut même pas marquer des erreurs, il met déjà les solutions. Alors, moi, j'entends bien, j'ai quand même oublié de communiquer, donc au milieu, j'étais un peu perdu en me disant, on parle d'erreur, on parle de c'est ce qu'il faut faire ou c'est pas ce qu'il faut faire, et donc dans les titres, j'étais un petit peu perdu. Là, vous avez raison, Jean-Marc, en fait, l'erreur, elle est de… Si je peux vous proposer une petite option, c'est de reprendre juste les titres sans reprendre le développement et dire ça c'est une erreur ou c'est pas une erreur. Le management par objectif, c'est une erreur ou c'est pas une erreur? Dans le contexte aujourd'hui, c'est une erreur. Ben, sur un objectif long terme, ça je suis d'accord, mais vous avez dit petits pas, et donc est-ce qu'un management par objectif de petits pas, c'est une erreur? Voilà, enfin dans ce sens-là, les choses, j'ai réagi. C'est opposer le management par objectif au management par l'énergie, par l'empowerment, c'est-à-dire de partir des petites envies des personnes pour ensuite les amener à construire et aller encore plus loin. En fait, c'est surtout ça, c'est que dans le management par objectif, hein, en tout cas dans une certaine façon de le pratiquer, c'est l'objectif qui est censé être motivant, alors que là, en fait, dans une période actuelle, il s'agit de partir du désir d'une personne
des jeux de communiquer, de parler, de s'investir dans un sujet pour l'amener à grandir et le faire grandir dans l'équipe. C'est ça qui a voulu être sous-entendu, en tout cas, par Stéphane, et ce que j'ai compris. Enfin, je peux te laisser la parole, Stéphane, vas-y. C'est toi l'animateur, hein. Moi, je suis le co-animateur. J'essaie de le mettre en valeur et de faire en sorte de faire une différence. On t'entend pas, par contre, Stéphane. Merci Jean-Marc de réagir, hein. Effectivement, moi j'ai une tendance pour faire pas mal de PNL à formuler tout de façon positive. Donc après, c'est un état d'esprit, c'est une façon de voir les choses, de se dire, est-ce que aborder le management pour objectif long terme, c'est une erreur, c'est ce que j'essaye de véhiculer comme message, et en opposition, effectivement, c'est se concentrer sur les objectifs court terme. Donc, vous voyez, dans ma formulation, il n'y a pas de négation pour plusieurs raisons. Je ne sais pas si vous êtes, vous connaissez un petit peu la programmation neurolinguistique, mais on tente, autant que faire se peut, de tout formuler dans le positif. Et l'idée ici, c'est effectivement de lire, de dire manquer d'exemplarité et trouver des ressources. Il ne faut pas manquer d'exemplarité. Alors, comment on ne manque pas d'exemplarité? Donc, on aborde la problématique avec un semblant de solution. Je peux me permettre, je suis d'accord avec tout ça. J'ai juste été un peu perdu dans le plan parce que moi, ça ne me gêne absolument pas d'être dans du positif. Mais à ce moment-là, on ne parle pas forcément d'erreur, on parle plutôt des points d'attention. Ce que vous avez fait dans la conférence précédente, moi j'ai assisté à la conférence sur le manager bienveillant et c'était bien comme ça que vous l'avez fait. Il y avait aussi voilà. J'étais un petit peu gêné dans la présentation sur le sujet et en sachant que oublier de communiquer, c'est bien quelque chose de négatif. Et donc, il y a des moments où c'est exprimé en positif, des moments où c'est exprimé en négatif, et ça m'a perdu. Voilà. Mais c'est juste ça, et sinon, je suis d'accord sur les 6 idées, ça me va. Merci. C'est intéressant ce que dit Jean-Marc, parce que c'est vrai que, vous savez, sur la précédente conférence, on a eu un débat avec Antoine justement là-dessus, qui me disait, il faut qu'on mette l'accent sur les erreurs. Et moi, je lui dis, non, moi, j'ai envie de travailler sur des points de vigilance. Donc, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous voyez, d'une conférence à l'autre, on essaye de s'adapter en fonction de ce qui est dit. Et, mais effectivement, on est sur des points de vigilance, effectivement. Mais est-ce que vous le vivez comme ça? Est-ce que vous oubliez de communiquer? Est-ce que vous faites des objectifs long terme? Est-ce que vous êtes dans le faire au détriment de l'être? Est-ce que pour vous, c'est une erreur ou est-ce que c'est un mode normal de fonctionnement? Donc, ça, c'est une réflexion sur laquelle je vous laisse libre, effectivement, mais c'est intéressant parce que de la précédente à aujourd'hui, effectivement, sur 2 conférences différentes, on a abordé soit les erreurs, soit les points de vigilance. Mais points de vigilance, ça me va très bien. Je vous remercie pour votre retour, Jean-Marc. Alors, ce qu'on propose, nous, aujourd'hui, dans la réflexion, c'est de réfléchir à ce que j'appelle, moi, les principes du management participatif et délégatif 3.0. Donc, l'idée, c'est... Ah, ça vient de couper, Stéphane. Ça coupe, Stéphane. Tu dis des choses sûrement très intéressantes, mais ça coupe. Et il ne m'entend pas toujours. Regarde-moi. Stéphane, regarde-moi, s'il te plaît. Ouais, Stéphane, on ne t'entend plus. Stéphane, je vais essayer de lui envoyer un message du coup. Ah là là, c'est un sketch. On ne t'entend pas, Stéphane, on ne t'entend pas. Stéphane, ah là 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 là. Stéphane, on ne t'entend pas. À un moment, il va se déconnecter. Là, il part à l'inspiration, en fait, hein, il faut le voir. Et donc, du coup, il ne doit pas regarder son écran. Et à un moment donné, il va s'en rendre compte. Donc, pour ceux qui suivent, voilà, l'idée, c'est qu'on va rentrer dans le moment où on va parler des principes du management délégatif. Stéphane, regarde ton message. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, moi, que je vis avec Zoom. C'est qu'on a du mal, quand on parle, on a du mal à regarder les autres, je trouve. Ouais. Et autant quand on est en présentiel, on arrive à voir les autres, à capter le non-verbal, etc. Capter le non-verbal en Zoom, je trouve que c'est assez difficile. Ouais, on voit, comme on voit le visage et il y a le ton de la voix, mais c'est vrai que
d'arriver à comprendre pleinement et à être connecté avec la personne, parce que quand on est dans des réunions qui sont physiques, à un moment donné, on ressent ce qui se passe, on a une idée en fait de l'émotion qui transparaît et même parfois des problématiques. Et là, c'est vrai que sur Zoom, il y a plein de moments où on est perturbé parce qu'on ne sait pas ce que pensent les gens Ouais. et on ne sait pas non plus ce qui se dit. Et en tout cas, comme la parole est plus compliquée à prendre ou à dire, bah, il y a plein de choses, enfin, on manque des côtés. C'est marrant parce que moi, j'ai fait une réunion Zoom justement ce matin et à un moment donné, donc il y avait mon équipe, il y avait mon assistante et à un moment donné, elle est partie en live. Mais elle est partie en live dans le sens, elle s'est énervée pour un mot et ce Pardon. mot-là, dans le contexte de la réunion, d'une réunion normale, ça serait passé comme une lettre à la poste. Ah oui. Et là, elle s'est sentie touchée, affectée et donc du coup, elle a commencé à couper. Alors Stéphane, on te remercie parce que ça nous a permis du coup d'échanger avec Jean-Marc. Oui, j'ai pas entendu. Et en fait, il faut reprendre depuis le début. On n'a rien entendu. On te entend toujours pas là. Putain. On est bon là sur la première partie. Management 3.0. Ouais, Ah non. tu repars à délégatif 3.0, tu recommences. Je repars à délégatif 3.0. Ah my ouais, ouais, God. ça fait longtemps que c'est coupé. Hein. Ah, ça fait longtemps. On essaie de t'avertir, mais Je suis à fond dans mon truc. J'ai même pas regardé si ça avait coupé ou pas. Donc, ce que je disais, je le répète, c'est que le management délégatif 3.0, c'est une nouvelle façon de penser des systèmes de travail dans un monde qui s'est aujourd'hui complexifié. Ça, on sera tous d'accord là-dessus. Et dans ce monde, il est caractérisé par quoi? Par une multitude d'interactions, de paramètres et d'informations. L'information qui aujourd'hui qui est clé. Est-ce que l'information qu'on reçoit est bonne, est mauvaise? Est-ce qu'on doit la juger? Est-ce qu'on doit l'accepter comme un fait avéré, etc. Donc il y a tous ces éléments-là. Et l'idée du management 3.0 va permettre d'analyser comment trouver les solutions, bonnes ou pas, mais plutôt des bonnes solutions, aux problèmes que rencontrent les organisations. Comment? En mettant en place des nouvelles pratiques managériales. Évidemment, toujours dans une optique participative. Donc, aujourd'hui, le management 3.0, il repose sur des pratiques, on va dire, managériales innovantes, même si tout le monde commence à en parler de plus en plus, qui sont autour de 6 principes, qui sont dynamiser les personnes, responsabiliser les équipes, aligner les contraintes, développer les compétences, développer les structures, et évidemment, tout ça doit être amélioré constamment. Donc, on est dans une boucle d'amélioration continue. Donc, voilà ce qu'on peut, en synthèse, dire sur le management délégatif et 3.0. Et dans le 3.0, on a différentes approches. On a le slide sur l'agilité, on a, qui est très connu, l'agilité. Et l'agilité, aujourd'hui, c'est vu comme étant la capacité dont une organisation va se prévaloir pour anticiper. ça coupe Stéphane, ça coupe. Ouais, anticiper, bouger, se coordonner et donner un sens commun, voire même donner du sens. Et rapidement, on ne va pas faire un cours sur l'agilité, hein, ça sera le propos d'une autre conférence, d'une autre formation sur comment utiliser l'agilité comme levier de performance commerciale. Mais ça va impliquer que l'entreprise va être plus centrée sur ce qu'on appelle la valorisation. Et les 4 grands principes de l'agilité, je les rappelle, hein, je suis sûr qu'on a des experts de l'agilité parmi les auditeurs, c'est les individus, on va se concentrer sur des individus et leur interaction, sur des solutions opérationnelles et... Ah, Stéphane, ça coupe à nouveau. 3e point, sur la collaboration interne, en interne et en externe avec les clients, très important. Et évidemment, l'adaptation constante au changement. D'accord? Donc, c'est un résumé très court de l'agilité, mais... Ça coupe, Stéphane. Oui, on fera autre chose autour de l'agilité plus tard. Mais voilà un peu, c'est une approche du management 3.0 qui est l'agilité, avec tous les outils qu'on peut trouver dans l'agilité qui peuvent être adaptés au management aujourd'hui.
Ensuite, on a dans le management 3.0, on a plein d'outils, pléthore d'outils qui vont permettre d'animer des brainstorming de créativité, ou de résolution. Donc, toujours dans une démarche de trouver une solution à une problématique, mais de façon collective, en co-construction et en co-développement. Donc, on a plein d'outils à ce sujet. On a des méthodes, je m'étendrai pas trop là-dessus, mais on a une méthode, par exemple, la méthode Scamper, ça s'écrit S-C-A-M-P-E-R, où c'est une méthode qui va permettre d'examiner une idée, un produit, un événement, un problème sous différents angles. Et en fait, l'idée, c'est de systématiquement de poser des questions facilitantes en suivant donc cet acronyme Scamper et pour arriver à générer des nouvelles solutions à chacune des lettres de l'acronyme. Donc, par exemple, dans Scamper, le S, ça veut dire substituer un élément. On change un élément par un autre dans la problématique qu'on rencontre. Le C, c'est combiner. C'est combiner deux concepts qui peuvent être différents, mais on va trouver des solutions à l'intérieur de ça. Ça peut être adapter son concept dans un autre concept. On peut magnifier, donc le M, grandir, grossir, vous trouverez le synonyme que vous voulez, agrandir ou étendre. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme article supplémentaire, des choses comme ça. On peut modifier des éléments dans leur forme, dans leur signification, dans leur couleur. Est-ce qu'on peut changer le titre, par exemple? Ouais, vous voyez, dans le marketing, on fait beaucoup ça. Le titre, très évocateur, quand on essaye de vendre un produit. Qu'est-ce qui nous accroche? C'est d'abord le titre. On peut produire ou donc le P de... Ça coupe, Stéphane. Ça a coupé. Ça coupe. Ouais. À quoi peut-il servir? Ensuite, on a le E. Le E, c'est pour éliminer ou épurer tout ce qui est inutile. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'autant de pages? Est-ce que tous les sujets qui sont abordés sont pertinents? Donc, peut-être faire une inclusion avec du lean à l'intérieur de l'élimination. Alors, je sais que je ne réduis pas le lean à l'élimination, attention. Je dis qu'il y a peut-être des méthodes et des approches qui peuvent être intéressantes là-dessus. Le R, c'est réorganiser, c'est-à-dire utiliser d'autres dispositions, voilà, dans un ordre différent. Et enfin, le dernier R, c'est renverser, ou inverser le négatif en positif pour voilà, mettre le haut en bas, le bas en haut, voilà, changer des séquences. Voilà. Donc ça, c'est une des méthodes qu'on utilise dans le management 3.0 et il en existe aujourd'hui pléthore qui sont très opérationnelles, qui vont permettre de co-construire et co-développer avec vos équipes et qui sont parfaitement adaptables à distance. Le slide sur l'empowerment. Donc, l'empowerment, on en parle beaucoup. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses pour plusieurs personnes. Moi, je vous propose quelque chose de très simpliste. L'empowerment va s'appuyer sur 4 compétences clés qui sont savoir décider, influencer, réguler et innover. En fait, l'idée de l'empowerment, c'est savoir poser sur différents éléments qui sont la participation, évidemment, puisqu'on est dans le participatif. Donc, c'est l'engagement dans un travail sur soi. Ça va aussi, il y a aussi un élément sur la compétence, comment je fais grandir mes compétences, un élément sur l'estime de soi et sur la conscience critique. Alors, qu'est-ce que la conscience critique? C'est la capacité à se remettre en question pour évoluer. Et l'idée de la mise en place de l'empowerment, l'idée essentielle, c'est d'inviter chaque personne individuellement à mieux se connaître, à savoir être son propre coach. Le propre du coaching, c'est pas de donner des solutions et des conseils, parce qu'on a tous notre carte du monde. Ce qui vaut pour moi ne vaut peut-être pas pour mon coaché. Mais c'est de transformer en son propre coach et l'aider à trouver ses solutions. Et c'est aussi l'accompagner à acquérir des compétences spécifiques, ceux sur lesquels il veut se développer, et
justement pour se développer et développer ce qu'on peut appeler son pouvoir agir et ainsi prendre des initiatives. Donc là-dessus, il y a pléthore d'outils. Je vais parler d'un de ces outils juste après rapidement. Mais par exemple, on a le personal mapping qui peut être un des outils qu'on peut développer dans l'empowerment. Mais ça demande un accompagnement. Peut-être qu'Antoine, justement, sur cet aspect d'empowerment, tu veux réagir, apporter quelque chose? Non, j'aime bien ta définition hein, avec les 4 points. C'est vrai que moi j'insiste beaucoup sur la partie dans laquelle en fait on aide la personne à trouver ses propres ressources. Dans l'empowerment, c'est vraiment rendre puissant la personne pour faire bouger à la fois ses propres lignes et les propres lignes, je vais dire, de l'organisation, du projet. Et donc c'est trouver l'endroit où on a du pouvoir. Et d'ailleurs, c'est une des questions que moi je pose quand je cherche à faire de l'empowerment, à amener une personne à trouver de l'énergie en elle, c'est de la focaliser sur quoi elle a du pouvoir versus ce qu'elle ne peut pas changer. Enfin, j'aime beaucoup la maxime de Marc Aurèle qui est donne-moi le. Attends, c'est donne-moi. J'arrive bien à m'en souvenir. C'est énorme. Donne-moi le. Google. Ouais, il faudrait que je fasse Google. En gros, ce que ça dit, c'est que c'est donner la distinction pour arrêter les choses sur lesquelles je n'ai pas de pouvoir, ce que je ne peux pas changer, d'arriver à distinguer les endroits où j'ai du pouvoir et que je peux changer justement, et puis d'avoir la sagesse de savoir distinguer l'un de l'autre. Et le principe, c'est que souvent les gens, ils sont à propos d'un objectif ou à propos de quelque chose sur lequel ils sont attachés. Et notamment dans la vente et dans le management, c'est souvent comme ça. Et en fait, il y a des parties de cet objectif-là sur lesquelles ils n'ont pas de pouvoir, pas de responsabilité en direct, et pourtant ils s'échinent à le garder. Et donc du coup, pour pouvoir mettre en puissance une personne, c'est l'aider à distinguer ce sur quoi elle a une action directe, indirecte, et ce qu'elle peut faire pour faire bouger les choses. Et là, ça donne de la puissance pour se mettre en action et notamment faire bouger du coup la ligne du projet. Et ça donne un sentiment de se dire, ouais, ok, bah, j'ai de la puissance, je maîtrise mon environnement, je maîtrise quelque chose, et donc du coup, j'ai un sentiment de puissance. Et c'est vrai que c'est une des questions que j'aime bien moi, en termes de management, poser pour pouvoir voilà, faire avancer les choses et donner le sentiment aux gens qui sont puissants à pouvoir accomplir ce qu'ils ont envie d'accomplir. J'avais bien aimé la métaphore du singe qui trouve une banane dans une boîte fermée. Ouais. Il a juste l'ouverture pour passer son bras et sa main facilement et donc la ressortir. La boîte est fermée. Il arrive à attraper la banane. Les chasseurs arrivent pour le tuer. Il pourrait sortir sa main s'il lâchait la banane, mais il ne veut pas lâcher la banane. Ce qui fait qu'il reste prisonnier de lui-même en ne voulant pas lâcher la banane. Ouais. Donc cette métaphore est intéressante, c'est que parfois il faut savoir lâcher et sacrifier, abandonner des choses pour pouvoir se libérer de certains dogmes et pouvoir être libre et continuer à vivre sereinement. Donc, c'est vrai que dans le coaching, on a... Tu m'as laissé le temps de retrouver la citation de Marc Aurèle, c'est puissais-je avoir la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses qui peuvent l'être et la sagesse d'en connaître la différence. Voilà. Très bien. Merci pour ton ajout, tes apports. Donc, on avance hein, sur les 2 derniers slides qui sont, évidemment, vous avez bien compris que cette présentation n'est pas exhaustive, hein, il y a tellement de choses à dire, qui sont les croyances limitantes. L'idée dans l'empowerment, c'est aussi de chasser les croyances limitantes. Parce que ça peut libérer des conceptions qui sont erronées et ça va permettre de développer sa propre créativité. On est tous des créatifs en puissance. Il suffit d'y croire, il suffit d'oser, utiliser ce potentiel et donc surmonter nos croyances limitantes. Il y a 3 catégories de croyances limitantes, les plus courantes, il n'y en a pas que 3, je dirais les plus courantes, qui sont le désespoir, hein, qui survient lorsque quelqu'un ne croit pas qu'il est capable, qu'il soit possible d'atteindre un objectif particulier. On a l'impuissance, lorsque la personne croit que l'objectif existe, qu'il est possible de l'atteindre, mais qu'elle n'en est pas capable. Donc, elle n'a pas les ressources, elle n'a pas la capacité. Et on a l'absence de valeur, qui est, même si la personne croit que l'objectif désiré est réaliste et qu'elle a la capacité de l'atteindre,
elle croit qu'elle ne mérite pas de l'obtenir. D'accord? Donc, on trouve plein de syndromes qui accompagnent ça. Hein. Le syndrome de l'imposteur, le syndrome de... Voilà, vous en trouverez plein. Et donc, le désespoir, l'impuissance, l'absence de valeur, tout ça, c'est des croyances limitantes sur lesquelles on peut travailler. Donc, il y a des ateliers précis là-dessus, avec la dissociation, par exemple, la dissociation du négatif, parce que forcément, les croyances limitantes, elles sont accompagnées avec des formulations négatives. Et donc, un exercice très spécifique de dissociation du négatif pour apprendre à son cerveau à formuler de façon positive, à créer des nouvelles connexions neuronales et permettre justement de prendre des bonnes habitudes, de nouvelles habitudes qui vont devenir des rituels et des rituels positifs. Je ne rentre pas trop dans le détail, l'idée est là. Donc, les outils aujourd'hui, c'est que le manager doit accompagner ses collaborateurs à prendre conscience de leur potentiel, aussi bien créatif, et pour ça, il doit les aider à chasser ces croyances limitantes. Parce que les croyances limitantes vont forcément limiter leurs réflexions et forcément leurs actions, et forcément leurs croyances sur leur propre potentiel. Donc, on est dans un cercle vicieux. Et l'idée, c'est de changer ce cercle pour que ça soit un cercle vertueux. D'accord? Donc, l'idée... Ah, on ne t'entend plus, Stéphane. On ne t'entend plus. On ne t'entend plus, Stéphane. C'est intéressant parce que je pense qu'il a abordé la partie dans laquelle il allait regarder comment on détruit des croyances limitantes ou on s'en construit de nouvelles. Alors, c'est pour ça que ce serait intéressant qu'il le dise parce que c'est des choses sur lesquelles il sait très bien faire. Mais c'est pas dit qu'il revient pour l'instant. Oui, je suis revenu. J'imagine que je disais que tu allais nous aider peut-être à savoir comment faire pour stopper des croyances limitantes, enfin en tout cas on va dire les détruire et puis en créer de nouvelles qui sont plus facilitantes et qui permettent de mettre en mouvement. Alors justement, du coup, je sais pas où quand je suis inspiré, du coup, je regarde plus le. Mais il le sent en Zoom, t'es inspiré. il le sent. Il m'a dit pas trop inspiré quand même. Oui, effectivement, il existe plein d'outils. Des outils, je ne sais pas si vous avez entendu l'outil de dissociation du négatif. Vous l'avez entendu celle-là? Non. Non. Alors, attends, j'écoutais pas. Ou alors peut-être. Il y a des outils qui existent aujourd'hui où on va dissocier au niveau du processus cognitif, on va dissocier le négatif de la cognition qui est propre à la croyance limitante pour le transformer en positif. Et plus on va le transformer en positif, plus on va créer des nouveaux chemins neuronaux au niveau du cerveau qui vont devenir des habitudes et des rituels et qui vont nous permettre de chasser ces croyances limitantes. Le manager, lui, il va pouvoir aider à actualiser, à transformer les croyances limitantes. Comment? En 4 points. Identifier et reconnaître que derrière chaque croyance, il y a quand même une intention positive sous-jacente. Pourquoi? Parce qu'une croyance va vous permettre de vous protéger, va vous permettre d'avoir un sentiment de pouvoir personnel. Ok? Mais va vous empêcher d'agir. Le deuxième point, c'est l'identification de toutes les présuppositions qui sont inconscientes, mais non verbalisées, qui sont souvent la base de la croyance. D'accord? Qui sont liées à notre histoire, notre éducation et à beaucoup d'autres choses. Le troisième point, c'est accompagner à l'élargissement de la perception de la chaîne cause et effet, ou ce qu'on appelle les équivalences complexes en lien avec la croyance. Qu'est-ce que cette croyance? Est-ce qu'elle m'aide à agir ou non? Et si j'agis ou si j'agis pas, qu'est-ce que ça crée? D'accord? Donc on est vraiment dans le lien entre processus cognitif et comportement externe. Évidemment, ça crée aussi des émotions internes. D'accord? On est dans les 3 modes de fonctionnement de l'humain aujourd'hui. Donc ces processus cognitifs m'invitent-ils à avoir un comportement externe, donc une action vers l'extérieur qui me permet d'évoluer ou non? Et comment ça, je l'analyse? Le 4e point, c'est l'apport d'informations sur le comment trouver des alternatives pour satisfaire l'intention positive ou la raison d'être de la croyance limitante. Dans mon premier point, vous vous souvenez, c'est que on veut se protéger, on veut avoir un sentiment de pouvoir personnel. Mais ça peut nous desservir dans notre vie. Donc, comment je vais arriver à satisfaire cette intention positive tout en continuant à agir et à faire évoluer
Donc, à actualiser ou à transformer cette croyance limitante. D'accord? À quoi est-ce qu'elle est liée, cette croyance? Donc, ce à quoi elle est liée, la cause, j'ai essayé de modifier cette cause-là. Okay. Donc, il y a plusieurs approches. Il y a plusieurs approches. Il y a le coaching déjà, mais vous avez aussi, j'en parlais plus tôt, la PNL, vous avez aussi l'hypnose, et puis vous avez aussi la psychologie. D'accord? Et le dernier point, c'est la capacité à clarifier et actualiser. Ah, tu viens de couper, Stéphane. Tu viens de couper. J'espère qu'il va s'en rendre compte rapidement. Le dernier point, on va rester sur le dernier point. Sinon j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais dire. Tu vois, je voyais le wrap. Feedback, pour moi, ça me faisait penser au sandwich wrap, là où tu enroules, enfin, tu mets plein de choses à l'intérieur. Je me dis, est-ce que la signification elle est là-dedans, dans le wrap feedback? Alors, il y a juste un dernier point sur les croyances limitantes. Ah, pardon. Ouais. Après le comment, le dernier point, c'est effectivement, c'est être en capacité à donner une forme de sens à notre mission de vie, à notre raison d'être. Et ça, c'est important. Et parfois, ce que manquent les gens, c'est une vision. C'est pourquoi je suis là, quelle est ma raison d'être, quelle est ma passion, qu'est-ce que je veux vraiment réaliser. Et en fonction de ça, on va pouvoir justement transformer nos croyances limitantes. Donc voilà pour les croyances limitantes, mais il y a un vrai travail de coaching autour de ça et d'accompagnement. Et enfin, le wrap feedback. Alors le wrap feedback, on en parle beaucoup en communication. La communication est une boucle. C'est bilatéral. On n'est pas dans de l'information descendante, on est vraiment de la communication. Donc l'idée du wrap feedback, c'est de construire un feedback constructif par rapport à une réussite, mais aussi à une erreur. L'idée, c'est pas d'alterner le négatif et le positif, c'est de s'adresser aux deux en même temps, mais d'avoir du feedback positif et dans la bienveillance pour permettre d'adresser cette erreur et trouver une solution. C'est marrant parce que le terme wrap, c'est un sandwich enroulé. Tu vois. Oui. Ça vient de l'anglais, donc en fait, c'est-à-dire que tu enveloppes le feedback à la fois positif et négatif d'une certaine façon pour que ce soit entendu et que ça fasse une différence pour la personne. Ah ben écoute, le terme est bien choisi parce que on a ce qu'on appelle en feedback le compliment sandwich. Tu en parles, le compliment sandwich. Sauf que là, cette technique de traitement de l'erreur, elle est un petit peu plus constructive, un petit peu plus efficace que le compliment sandwich. Parce qu'on va intégrer ces deux notions-là. Traitement de l'erreur et traitement aussi de ce qui a bien fonctionné. Pas seulement de ce qui a bien fonctionné sur le wrap. Sur le sandwich. Donc, l'idée, c'est aussi d'aboutir à une démarche d'amélioration et de profiter de ça pour améliorer cette démarche d'amélioration. Ok ? Donc, voilà pour ce qui est du wrap feedback. Dans certaines techniques de communication, il est important dans le feedback, dans un premier temps, et dans toute communication, de créer un rapport bienveillant dans la communication. Donc, je crée un rapport bienveillant. Bonjour, comment allez-vous? Éventuellement, un sujet qu'on avait évoqué précédemment pour montrer que j'étais à l'écoute. Ensuite, on va cadrer le feedback. Voilà ce que je te propose. On va parler de tel sujet qu'on avait vu ensemble. Et une fois qu'on a créé le rapport, donc créé la confiance, on a proposé un cadre de communication. Très important, cette partie-là. Souvent, on l'oublie. C'est important de cadrer une communication parce que votre interlocuteur, il a besoin de se sentir soutenu. Il a besoin de se sentir encadré. Il sait où il va dans la conversation avec vous. Et ça, c'est très intéressant. Et ensuite, évidemment, on fait le feedback. Alors, l'idée, c'est de quand même laisser votre interlocuteur s'exprimer par lui-même de façon à ce qu'il fasse, lui, son propre feedback. Et vous venez en support, en réaction, en questionnement autour de ce feedback. OK ? Et le dernier slide de cette présentation, c'est évidemment la mobilisation de l'intelligence collective qui va être une solution dans le management 3.0. On parle de co-développement, de co-coaching, de co-construction, de solutions. Voilà. Et l'idée à l'intérieur de tout ça, c'est de rechercher, partager l'information, de réfléchir à interagir autour de cette information, de consulter, préparer la décision, parce qu'il faut prendre des décisions, forcément, de prendre des décisions collectives, de capitaliser et partager l'information, et
évidemment d'agir collectivement. Donc pour ça, on a plein de protocoles qu'on peut utiliser dans cette approche-là. Enfin, plein de protocoles, oui, qui sont les séances d'intercoaching. Les agilistes connaissent très bien cette démarche parce que il s'agit de ce qu'on appelle du pair programming. Donc vous êtes en binôme sur le développement d'un code. C'est ce qu'on appelle, nous, dans le management, de l'intercoaching. On a des ateliers d'excadrage, on a des ateliers d'échange des pratiques, et on a encore des ateliers de ce qu'on appelle de résolution avec résolution de problèmes, des méthodes du type TADEC, voilà, qui vont permettre de traiter un problème en particulier. Donc ça, c'est différents protocoles qu'on peut trouver dans ce que j'appelle moi la mobilisation de l'intelligence collective. Donc c'est des protocoles qui se font sous forme évidemment d'ateliers et en co-construction et en co-développement. D'accord. Donc rapidement, l'intercoaching, c'est que les participants sont invités à se coacher mutuellement. Donc ils travaillent par groupe de 3. Voilà. Donc il y a A, B, C. A, B travaille, C observe. On a ce qu'on appelle les ateliers d'excadrage. Donc pareil, toujours des petits groupes sur des cas concrets issus des actualités respectives des participants. Avec un volontaire qui réfléchit à haute voix et les autres qui créent l'émulation autour de ça. On a les ateliers échange des pratiques. Voilà, c'est à partir d'un thème. Chaque participant va choisir et partager une pratique qu'il a mis en œuvre pour apporter des solutions. Et enfin, la résolution, on a parlé avec la méthode TADEC pour la résolution de problèmes. Donc voilà pour ce qui est de la mobilisation de l'intelligence collective. Évidemment, ça peut être animé et apprécié et ludique que si on arrive à mettre en place toutes les notions qu'on a vues précédemment. Des réactions peut-être? Non? Antoine? Ouais, en tout cas, moi je peux te faire une réaction. C'est riche, en fait, il y a plein de possibilités. Après, c'est comment choisir un angle. Si j'avais une question à te poser, tu vois, vu que tu as mis plusieurs types de solutions, comment, parce que là, tu as parlé de plusieurs principes. Ok. Si tu décides d'en mettre en place une, laquelle tu choisirais en premier et pourquoi? N'hésitez pas à challenger Stéphane, il est là pour ça. Posez-lui votre sujet et qu'il aille chercher lui-même ses ressources pour trouver des solutions. C'est un bon moyen. Moi, tu sais, Antoine, je suis avec plaisir, hein, évidemment, allez-y. Moi, tu sais, je suis dans la promotion de la création de la relation. Donc, je pense que l'intercoaching, c'est très riche en termes d'échange. Okay. Donc, c'est ce que je choisirais, mais évidemment, ça dépend du contexte, ça dépend de la problématique, ça dépend de la taille de l'équipe. Est-ce qu'on a des tailles idéales? Est-ce qu'on a des grandes tailles d'équipe? Est-ce que, voilà, ça dépend de ce qu'on a à résoudre, sur quoi on veut travailler. Est-ce qu'on veut créer? Est-ce qu'on veut résoudre? Est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut imaginer? Est-ce qu'on veut juste échanger? Ça dépend. Alors, je vais te poser une autre question, du coup. C'est comment est-ce que tu ferais un diagnostic de la dynamique inclusive du management dans une entreprise ou dans une équipe? Comment tu t'y prendrais? C'est par rapport, parce que là, tu amènes la dynamique inclusive du management, finalement, dans une relance dynamique de l'activité d'une équipe. Et mettons une équipe de 10 personnes. Voilà. Comment tu ferais un diagnostic pour diagnostiquer l'endroit où ça pêche et comment tu mènerais la réflexion pour pouvoir faire une différence et proposer un plan d'amélioration? C'est pas qu'on a préparé, donc c'est cool. Pas du tout. On a tout, hein. On a les outils qu'il faut. Hein. Dans les ateliers d'échange des pratiques, par exemple, on peut mettre en évidence des problématiques ou des desiderata au sein d'équipes sur des choses en fonction des thématiques qu'ils veulent résoudre. Il y a des mots-clés, hein, on est dans du participatif, on est dans du partage, et
l'idée, c'est que comme on a différentes façons de travailler, différentes de voir les choses, de les interpréter, on va enrichir une pratique globale avec des bonnes pratiques de chacun des participants. Donc l'idée, c'est de les faire échanger là-dessus et de mettre en place des ateliers de brainstorming en créativité sur lesquels on va travailler, on va pouvoir mettre à jour justement enfin, mettre en évidence les choses sur lesquelles on veut travailler. Donc je parlais plutôt de la méthode Scamper, mais la méthode Scamper, par exemple, des méthodes comme ça, on en a pléthore aujourd'hui qui permettent, alors, quand on fait du management hein, évidemment, hein, qui permettent d'animer et de laisser la parole et laisser la création aux mains des participants et des collaborateurs. Donc, pour faire le diagnostic, tu le fais faire par eux-mêmes, par les participants. Exactement. En atelier, vu qu'en fait, c'est comme le but, c'est de remettre de l'énergie, de la dynamique, de l'inclusion. En fait, il ne s'agit pas de faire un diagnostic comme ça en arrivant avec un questionnaire ou des audits, mais clairement créer un séminaire dans lequel il y a des ateliers et chacun réfléchit et partage sur leurs pratiques d'inclusion dans le management et du coup les endroits où ils pourraient aller. Tu leur fais reconstruire un plan d'action pour pouvoir s'améliorer sur des points précis. Tout à fait, hein, la pratique. J'ai compris ça dans ce que tu as dit, je le traduis avec mes mots. Ouais. La pratique terrain prévaut toujours sur la règle. Tu as beau édicter des règles, faire des questionnaires, avoir des méthodes d'audit, etc., etc. Tant que tu sais pas ce qui se passe sur le terrain et que tu n'as pas échangé avec ceux qui font, qui produisent, comment veux-tu être au plus juste? Donc je pense qu'il faut être dans une posture d'écoute, vraiment primordiale, dans une posture d'écoute, dans une posture de co-construction avec l'ensemble de ces équipes. Et c'est pour ça qu'on utilise des ateliers qui vont... Alors, ça peut se faire assez spontanément, hein, dans des équipes assez réduites. Quand vous êtes 4 ou 5, ça se fait assez spontanément, de façon très agile. Mais quand vous commencez à être 8 ou 10, voire 12, par exemple, dans une équipe, il est nécessaire de l'animer en proposant un cadre. Ce que je disais par rapport à la communication, c'est effectivement, si vous ne proposez pas de cadre, vous allez pas pouvoir co-construire. Mais il faut laisser les acteurs être les auteurs de leur propre construction. Et c'est ça qui est important. Et ça, c'est des notions qui sont très fortes qu'on retrouve en conduite du changement, par exemple. Okay. Merci Stéphane. Avec plaisir. Donc nous, ce qu'on propose, hein, s'il y a des réactions, si les gens veulent réagir. Jean-Marc qui veut prendre la parole, Stéphane. Oui. J'ai une question, c'est comment faire tout ça en télétravail? Parce que j'avais cru comprendre quand même que cette conférence, elle était orientée sur ce sujet-là. Oui. Et parce que, bon, tout ça en présentiel, on voit bien. Et en télétravail, ça change quoi? Alors, ça change. Ça change que... C'est pas la bonne question, ça change quoi? Mais c'est comment le faire, plutôt comment le faire en télétravail. Ah. Quand l'équipe est en télétravail. Oui. Pas en télétravail, quand l'équipe est en télétravail. Parce que on est d'accord qu'aujourd'hui, il y a des habitudes qui ont été prises. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais que dans un certain nombre d'entreprises, le télétravail va continuer. Alors, peut-être que jusqu'en septembre, peut-être durablement, pour toute ou partie de l'équipe. Et donc, comment, dans cette nouvelle donne, mettre en œuvre ce type de management? Alors, Jean-Marc, l'idée, c'est pas de te faire une réponse de Normand. Mais l'idée, c'est de poser une autre question. C'est comment est-ce qu'on faisait avant, lorsqu'on avait des équipes en Roumanie, en Inde, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Afrique. Ouais. Là, finalement, tout ça, tout le monde vit un peu... Hein, enfin, tout le monde, pardon. Ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler comme ça, disent ça comme un bouleversement. Mais c'est des pratiques qui existent depuis très longtemps. C'est des choses qu'on fait depuis bien avant ces événements qu'on vient de vivre. Donc, aujourd'hui, les outils... Alors, c'est intéressant parce que nous, on a une formation il y a 2 semaines hein, sur justement les outils, les plateformes qu'on peut utiliser pour justement changer le mode pédagogique. Ce qui va changer, c'est le mode pédagogique. Dans l'approche pédagogique en ligne, pour arriver à captiver et à faire participer
les gens qui sont à l'autre bout, hein, pendant qu'ils sont en train de surfer sur Facebook, LinkedIn, peu importe, et qu'ils écoutent que certaines parties, pour certains, c'est le cas, hein, ça arrive, hein, on l'a tous fait, d'une façon ou d'une autre, ou répondre à son téléphone. Ah, tu avoues enfin. Comment? Tu avoues enfin. Je l'avoue. On n'est pas tous très différents, tu sais. Donc l'idée, c'est effectivement de changer les modes pédagogiques. On est sur des séquences qui sont beaucoup plus courtes, mieux cadrées, avec un mode participatif vraiment exacerbé. Après, moi, je suis pas un pro de la formation en ligne, je sais le faire, mais plus on va être dans le participatif avec des ateliers. Aujourd'hui, on a des plateformes qui permettent de faire des groupes et des salles de réunion distinctes et retrouver se retrouver en grand groupe. Donc, je pense que avec une bonne approche sur les outils qui sont aujourd'hui disponibles, on peut arriver à coacher des équipes. Il faut que ce soit participatif sur des formats très courts. Voilà, si vous faites 3 heures de conférence, vous voyez là, on est à 1 heure presque et quart. Et on a fini. Hein, on est sur un timing qui suffit. Au-delà de ça, on se déconcentre, on se démobilise. Donc, c'est arriver à trouver le bon rythme avec des ateliers. Ah, ça bloque, Stéphane, ça vient de couper. Il vient de couper. Alors, je vais en profiter pour donner mon avis, du coup. Ce sera déjà ça de prix. Moi, ce que je retiens de cette période dans la partie management pour engager les gens, c'est d'arriver à faire en sorte que les gens prennent la pratique du partage. C'est-à-dire qu'on a besoin absolument de créer du lien avant tout. Et donc, du coup, pour créer ce lien, c'est important d'arriver à faire en sorte que toute l'équipe partage et qu'elle partage voilà, ses pensées, ce qu'elle vit, ses émotions, ce qu'elle se dit. Et donc, du coup, de construire des moments collectifs, des réunions dans lesquelles on n'est pas à propos du résultat, mais à propos de partager ce qui se passe pour nous. Et à partir du moment où il y a l'expression du partage, on va pouvoir créer des possibilités ensemble. Et là, on va rentrer dans du brainstorming, mais on aura pris soin de l'écoute de chacun des participants. Et je pense que pour moi, c'est une vraie clé. D'abord le lien, amener les gens à partager et toujours encourager le partage pour faire en sorte que chacun ait la possibilité de s'exprimer librement. Par contre, recadrer tout de suite dès qu'il y a un sentiment, enfin, dès qu'on donne tort ou à quelque chose, pour exprimer que effectivement, c'est une possibilité de le voir comme ça, mais l'intention derrière, c'est que ça fasse une différence pour l'équipe, pour l'autre, pour ce qu'on est en train de construire ensemble. Et donc, je pense que ces deux parties-là, dans la création et dans la mobilisation collective de l'intelligence, sont vraiment clés à distance. En tout cas, c'est mon expérience. Et qu'à partir de ce moment où il y a ça, on peut coacher. On peut définir des objectifs, on peut mettre des brainstorming, on peut faire plein de choses. Nous, on a fait un super appel d'offres pour une grande société à distance. C'était une des premières fois où on faisait ça. Et franchement, ça a été plus contributif à distance que quand on faisait nos réunions en présentiel. Voilà. En tout cas, pour partager une expérience. Oui, je confirme. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Jean-Marc. Ça a l'air. Ok. Très bien. Je pense que c'est l'heure de clôturer, Stéphane. Oui, c'est l'heure de clôturer. Donc, moi, aujourd'hui, avec ITC, on a un cursus de formation qui propose justement de travailler sur le management participatif et délégatif 3.0. Hein. C'est une formation de 2 jours où on va chercher des outils pédagogiques autour de l'appropriation du rôle du manager d'équipe, comment il doit l'incarner, gérer les situations difficiles, alors évidemment que ce soit en présentiel ou en distanciel, gérer les dynamiques donc négatives et conflictuelles, le manager et le management à distance, manager aussi la diversité, identifier et développer son leadership, on en a parlé un petit peu plus tôt, toujours au service du collectif, pratiquer évidemment en management participatif, arriver à dynamiser son management en mode 3.0,
et fédérer, manager, animer une équipe de managers et manager des managers également. Et ça a un mot coupé. Bon, l'offre, hein, elle est bien sûr finançable dans le FNE formation. Et on vous fournira du coup un lien par mail suite à cette conférence pour pouvoir voilà, prendre rendez-vous avec nous pour que on étudie bien vos besoins, vos désirs, si ça colle pour vous et que ça puisse faire une différence. Et on créera voilà, un enjeu ensemble pour que ça devienne possible pour vous et que vous puissiez voilà, remettre cette dynamique managériale dans votre management avec les nouveaux outils et avec le contexte actuel et grandir dans l'aspect qualitatif et relationnel. Je te redonne la parole, Stéphane. Écoute, non. Ouais, merci à ceux qui sont passés, ceux qui sont restés. Merci à vous. Au plaisir de vous retrouver. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos desiderata suite à cette conférence et à la formation qu'on peut vous proposer. Et la prochaine conférence webinaire, je pense, aura lieu mi-juin sur l'agilité. Ah, Stéphane, ça vient de couper. C'est quand tu faisais une super annonce? Avec des formations à la clé ou comment adapter l'agilité. Ça recoupe. Vos forces commerciales, surtout dans cette période où on a besoin de faire du chiffre vite et beaucoup. Merci. À bientôt. Merci beaucoup pour votre soutien, vos partages. Merci beaucoup Jean-Marc pour ta grande participation. Et à bientôt.